Veuillez vous asseoir. Bonjour. En tant que président de la Chambre de première instance, je souhaite la bienvenue à l'accusation, aux équipes de défense, aux co-avocats principaux et aux avocats des parties civiles. Cette audience servira à entendre l'expert John Campbell, lequel a examiné l'accusé et a déposé un rapport médical sur l'état de santé de M. Yengsari. Celui-ci est hospitalisé à l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique depuis le 7 septembre et il en est sorti hier. Les juges et les parties auront l'occasion d'examiner ce rapport. Avant de présenter le rapport médical et avant de laisser aux parties l'occasion d'interroger l'expert, la Chambre rappelle ce qui suit. Yengsari connaît des problèmes de santé et à plusieurs reprises, il a demandé à la Chambre de l'autoriser à suivre les audiences depuis la cellule temporaire, et ce presque à chaque fois. Dans ce contexte, le 24 août 2012, la Chambre a adressé une demande au docteur John Campbell, Sinafaset et Hutlina, qui étaient présents au Cambodge à ce moment-là. Ils ont ainsi examiné l'aptitude à être jugée de Mme Yengtarit à ce moment-là. Et il leur a été demandé d'examiner à titre préliminaire l'état de santé de M. Yengsari et de déposer un rapport. C'était le document E222. Ces trois experts ont présenté à la Chambre un rapport préliminaire le 3 septembre 2012. C'était le document E222-1. Dans ce premier rapport, les trois experts ont conclu que Yengsari était mentalement et physiquement apte à introduire un plaidoyer et à être jugé. Le 7 septembre 2012, l'accusé Yengsari a été admis au service d'urgence de l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique. Il est resté hospitalisé jusqu'hier, 7 novembre 2012, moment où la Chambre
a demandé au bureau de l'administration de prendre les dispositions nécessaires pour que Ieng Sary puisse revenir au centre de détention des CETC. De manière à ce qu'il puisse participer à l'audience d'aujourd'hui consacrée à l'expertise médicale. La Chambre a aussi reçu des rapports médicaux, des experts, durant le séjour de Ieng Sary à l'hôpital. À ce jour, aucune information définitive n'a été obtenue sur l'évolution de l'état de santé de Ieng Sary. On ignore encore s'il est en mesure de participer au procès. Dans ce contexte, après avoir entendu les médecins traitants le 21 septembre 2012 et le 24 septembre 2012, la Chambre a fait savoir aux parties que tous les rapports médicaux ayant trait à Ieng Sary rapport établi à l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique seraient remis au professeur Campbell, de même que la transcription de l'audience du 7 septembre 2012, audience à laquelle les médecins sont venus déposer devant la Chambre au sujet des problèmes médicaux que connaît M. Ieng Sary. Après avoir reçu et examiné tous les rapports médicaux pertinents, le professeur Campbell a indiqué à la Chambre que d'après les documents médicaux qu'il avait reçus, il considérait qu'il était difficile d'être convaincu par de quelconque changement de diagnostic qui serait intervenu depuis la dernière fois qu'il avait examiné l'accusé. Dès lors, le 8 octobre 2012, la Chambre a redésigné le professeur John Campbell pour réexaminer Ieng Sary. Un autre médecin a apporté son concours à cet examen médical. Je vous renvoie au document E238, publié par la Chambre. Le 23 octobre 2012, après avoir examiné les documents remis par l'unité d'appui, la Chambre a redésigné le docteur Lao Vantari pour que ce médecin collabore avec le professeur Campbell. C'est le document E239-2, en date du 4 novembre 2012. Les tâches suivantes ont été confiées à ces médecins. Premièrement, examiner Ieng Sary et évaluer tous les rapports médicaux le concernant et tous les résultats des examens passés par ce dernier depuis le dernier rapport d'expertise du professeur Campbell. Deuxièmement, effectuer ou faire effectuer tout examen complémentaire qui serait considéré comme pertinent pour parvenir à un diagnostic. Troisièmement, consulter toute autre personne qualifiée, comme un radiologue, dont l'assistance est susceptible d'être utile pour interpréter ou confirmer les conclusions relatives aux résultats des examens passés par Ieng Sary ou pour déterminer
la possibilité réelle de faire procéder sur place à des examens spécifiques qu'il estime essentiels pour affiner son diagnostic concernant l'état de santé actuel de l'intéressé. Quatrièmement, informer la Chambre s'il devait s'avérer que ces examens médicaux spécifiques ne sont pas habituellement pratiqués à Phnom Penh, en précisant s'il existe néanmoins sur place des personnes dotées d'un savoir-faire et de connaissances techniques suffisants pour faire passer ces examens de manière adéquate. Cinquièmement, préciser à la Chambre où ces examens peuvent être effectués, ainsi que les conditions médicales qu'il y a impérativement lieu de respecter afin qu'il puisse confirmer de manière fiable son diagnostic concernant l'état de santé actuel de Ieng Sary. Sixièmement, communiquer à la Chambre son avis d'expert concernant l'état de santé actuel de l'accusé, Ieng Sary, en précisant une date à partir de laquelle il est raisonnable de penser qu'il puisse sortir de l'hôpital. Septièmement, informer la Chambre de tout changement qu'il apparaîtrait, le cas échéant, nécessaire d'apporter aux traitements et soins médicaux administrés à Ieng Sary. Suite à cette ordonnance portant désignation de l'expert, l'accusation et les parties civiles ont présenté de nouvelles questions sur l'état de santé de Ieng Sary, de manière à ce que les médecins puissent tenir compte de ces questions au cours de leur examen de l'intéressé. La défense de Ieng Sary, elle aussi, a fait part de ses inquiétudes par rapport au manque de qualification des médecins désignés pour examiner Ieng Sary. La défense de Ieng Sary éprouve également des préoccupations pour ce qui est du calendrier de dépôt des rapports médicaux, estimant que ce calendrier ne permettra pas à la défense de disposer d'assez de temps pour examiner le rapport médical et encore moins pour préparer les interrogatoires. Le 1er novembre 2012, l'unité d'appui aux témoins et experts a confirmé que M. Lau Vantari ne pouvait pas participer à l'examen de l'état de santé de Ieng Sary dès lors que ce médecin était très occupé sur son lieu de travail. Je vous renvoie ici au document E239-1.1. De surcroît, l'unité d'appui a indiqué à la Chambre qu'elle n'était pas en mesure de trouver un autre médecin cambodgien qui se chargerait de cette mission. Dans ce contexte, la Chambre de première instance a consulté les différents juges et, à titre préliminaire, elle a décidé de collaborer avec le professeur Campbell, qui avait déjà été désigné en qualité d'expert chargé d'examiner l'état de santé de M. Ieng Sary. Après avoir examiné les rapports médicaux et les récents rapports déposés par l'hôpital, et après avoir pris contact 2 fois avec Ieng Sary, le 4 novembre et le 5 novembre 2012, l'expert a consulté les médecins traitants de l'intéressé en vue d'obtenir auprès d'eux certaines informations relatives à l'état de santé de Ieng Sary. Parmi ces médecins
se trouvent Chi La Hun, Kum Sang San, Choktida, Van Mek et Ki Bu Sio. Les rapports ont déjà été déposés en anglais à la Chambre, ils ont été placés au dossier. Le 6 novembre 2012, il s'agit du document E238-4. Ce rapport a été traduit en khmer et placé au dossier le 7 novembre 2012. L'expert a conclu que l'état de santé physique de Ieng Sary était faible, mais que l'intéressé était en mesure de concentrer lorsqu'il était assis dans le prétoire au cours des audiences. L'expert a également indiqué qu'il serait utile de modifier les dispositions prises à la cellule temporaire et il a dit que les soins actuels devaient être améliorés et renforcés. Voilà donc les questions qui seront examinées aujourd'hui. Madame Sakolvouti, je vous prie d'indiquer à la Chambre quelles sont les parties qui sont présentes à l'audience. Le greffe. Toutes les parties sont présentes, sauf Ieng Sary. Celui-ci est dans la cellule temporaire, compte tenu de son état de santé. L'expert désigné par la Chambre se tient prêt dans la salle d'attente. Le Président. La Chambre est saisie d'une demande déposée par Ieng Sary. La Chambre a reçu le rapport médical du professeur Campbell, document E238-4, portant sur l'état de santé d'Ieng Sary. La Chambre a aussi reçu un rapport médical sur Ieng Sary, rapport établi par le médecin traitant, lequel a indiqué à la Chambre que Ieng Sary était extrêmement fatigué, qu'il éprouvait des étourdissements et qu'il éprouvait des douleurs lombaires et que sa vue n'était pas bonne et qu'il avait du mal à marcher et à monter les escaliers. Toutefois, les médecins ont indiqué que Ieng Sary était mentalement et physiquement apte à suivre les audiences depuis sa cellule temporaire. Les médecins ont fait savoir que dans sa cellule temporaire, Ieng Sary pouvait entrer en contact avec ses avocats. Par conséquent, la Chambre autorise Ieng Sary à suivre l'audience depuis la cellule temporaire pour toute la journée. Les services techniques ont à présent pour instruction de brancher le matériel audiovisuel reliant la cellule temporaire et le prétoire pour que Ieng Sary puisse suivre l'audience à distance durant toute la journée.
avant d'entendre l'expert, la Chambre informe les parties comme suit. L'audience d'aujourd'hui est une audience publique. Est-ce que la défense de Ieng Sary accepte que l'examen médical sur Ieng Sary soit examiné en audience publique? La Chambre a déjà obtenu les documents, mais elle tient à s'assurer que la défense n'a pas d'objection. Maître Carnavas, bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Nous avons discuté de cette question avec Ieng Sary. Il a en effet remis un document par lequel il nous autorise à parler publiquement de ses rapports médicaux et de son état de santé. Merci. Le Président, merci Maître pour cette confirmation. La Chambre informe les parties et le public que dans le cadre de l'étude du rapport d'experts, les juges poseront les questions à l'expert. Par la suite, la parole sera laissée à la défense de Ieng Sary. En premier, la défense pourra poser des questions à l'expert sur l'état de santé de son client. La parole sera ensuite donnée à l'accusation. Et la Chambre informe les co-avocats principaux pour les parties civiles que les conseils des parties civiles ne devraient intervenir que lorsqu'ils sont en désaccord avec l'accusation ou si ils jugent qu'ils ont quelque chose à ajouter, et ce, à des fins d'éviter les répétitions. Puis, finalement, la parole sera laissée aux autres équipes de défense. À présent, veuillez faire entrer l'expert. Le Président. Bonjour, Monsieur l'expert. Avant de passer en revue le rapport que vous avez présenté, la Chambre souhaite vous poser quelques questions quant à votre biographie. Vous vous appelez John Campbell, n'est-ce pas? Réponse, c'est exact. Question. Merci. Professeur John Campbell. La Chambre souhaite vous rappeler que quand vous répondez aux questions, d'attendre que le voyant rouge s'allume sur votre console, de sorte à ce que vous dites puisse être interprété. Nous avons en effet 3 langues de travail au tribunal, anglais, français et khmer.
et il est très important que l'interprétation se fasse. Quel âge avez-vous? Réponse, j'ai 66 ans. Question. Quelle est votre nationalité? Réponse, je suis néo-zélandais. Question. Où habitez-vous? Réponse, en Nouvelle-Zélande. Question. Professeur Campbell, vous avez déjà comparu devant cette chambre. Y a-t-il eu des changements à vos compétences professionnelles depuis votre dernière comparution et depuis votre examen de l'accusé en août 2012? Réponse, non. Question. Oui, merci. Le greffier a indiqué que vous avez déjà prêté serment. Est-ce bien le cas? Réponse. En effet.លោកសាស្ត្រាចារ្យ Le président. Professeur, vous êtes expert en gériatrie. Pouvez-vous expliquer si vous avez aussi des compétences dans le domaine cardiovasculaire? Réponse. Tout à fait. Je suis spécialiste en médecine interne et bon nombre de mes patients ont des troubles cardiaques et vasculaires. Le président. Merci. À la fin du mois d'août 2012, la Chambre vous a désigné, ainsi que deux autres experts, Ruth Lina et Dr. Sien Fazel. La Chambre vous a demandé de procéder à un examen de l'état de santé de Ying Sari dans le cadre des examens pour l'aptitude d'être jugé des Ying Tiret. Est-ce exact? Réponse, c'est exact. Question. Votre équipe a alors déposé en août 2012 un rapport préliminaire sur l'état de santé de Ying Sari. Avez-vous rédigé ce rapport? Réponse. Oui, je suis une des trois personnes qui ont participé à l'élaboration de ce rapport. Question. Le 8 octobre 2012, la Chambre vous a désigné pour procéder à un examen de Ying Sari. À nouveau, du 4 au 6 novembre 2012, vous avez procédé à cet examen avec ou en consultation avec le médecin soignant Ying Sari à l'hôpital de l'amitié khmero-soviétique. Donc, avez-vous procédé à un examen de l'état de santé de Ying Sari à ces dates? Réponse, en effet, j'ai examiné Ying Sari à ces dates. Question. Le 6 novembre 2012, vous avez
déposer votre rapport d'examen sur l'état de santé de Ieng Sary à la demande de la Chambre. Avez-vous rédigé ce rapport? Réponse, oui. Question. Pouvez-vous résumer brièvement l'état de santé de Ieng Sary? Et pouvez-vous présenter les recommandations à la Chambre quant aux dispositions à prendre pour Ieng Sary et indiquer s'il est capable de participer aux audiences? Réponse. En effet, je vais procéder sur deux volets. Tout d'abord, je vais discuter de son état de santé, son état mental et ses fonctions cognitives. Son état mental demeure inchangé par rapport à ce que moi et d'autres médecins avaient rapporté au mois de septembre. Nous avons examiné sa mémoire, il n'y a pas eu de changement significatif. Son état physique est plus fragile qu'il l'était depuis la dernière fois. Il a passé les 2 derniers mois en milieu hospitalier. Et pendant cette période, il n'a eu très peu d'activité physique. Par conséquent, il est affaibli. Je peux parler de ses problèmes physiques un par un. Tout d'abord, sa cardiopathie. Elle est stable grâce aux soins qu'il reçoit. Il ne s'essouffle pas lorsqu'il est au repos en position couchée. Toutefois, avec certaines activités physiques, il s'essouffle. Mais cela est aussi causé par sa faiblesse musculaire. Toute activité physique exige beaucoup et le laisse un peu essoufflé. Il est tout à fait capable de tenir une conversation normale lorsqu'il est en position couchée. Deuxième problème, ses douleurs cervicales et lombaires. Ces douleurs lombaires demeurent inchangées, sont dues à de l'ostéoarthrite. Elle est tout à fait traitée avec une minerve, un corset et des médicaments. Autre problème physique, ces vertiges dont il se plaint. Comme je l'ai indiqué dans mon rapport, je pense qu'il y a 3 causes. La première condition que l'on a appelée vertige paroxystique positionnel bénin. Il s'agit d'une anomalie des canaux semi-circulaires. Des débris s'accumulent dans ces canaux et quand la tête bouge, ces débris donnent une impression de mouvement. Cela se fait surtout lorsque quelqu'un se retourne dans son lit, se penche ou se lève. On a donc un vertige et c'est ce qu'il a décrit. On peut utiliser une manœuvre appelée Dix et Hallpike. Autrement dit, de laisser quelqu'un allongé avec la tête à 20 degrés. Et lorsque l'on fait cette manœuvre, on peut voir un syntagme, c'est-à-dire des mouvements rapides de l'œil. Mais cette manœuvre était très difficile à faire avec Ieng Sary en raison de ses douleurs lombaires. Il pose des cris de douleur lorsque l'on l'allonge, mais on a pu voir ce nystagmus, ce qui semble confirmer le diagnostic que je viens d'établir. Deuxième cause de ces vertiges, je suppose que sa tension artérielle est assez basse en raison de sa cardiopathie et en raison des médicaments qu'il prend. Et il faudra faire attention à cela s'il demeure assis pendant une période prolongée.
Sa tension artérielle, en effet, baissé lorsqu'il s'est levé. Troisième cause de vertige, qu'il est affaibli en raison de son inactivité physique. Et par conséquent, lorsqu'il se lève, il sent qu'il a peu d'équilibre et cela cause donc un certain étourdissement. Il est important de rappeler que lorsque je l'ai examiné, je n'ai trouvé aucune preuve de dommages au tronc cérébral ou au cérébellum. 4 artères apportent le sang, artère carotide devant le cou et 2 artères vertébrales qui apportent le sang derrière. Elles se réunissent à la base du cerveau. Il y a obstruction d'une de ces artères, mais l'autre artère, le sang circule dans l'autre artère. Pour ce qui est de l'ischémie basilaire, cette condition n'affecte pas la question, la partie du cerveau, ou plutôt affecte le cérébellum, qui est l'équilibre, et le tronc cérébral qui descend sur la moelle épinière. Et c'est là que l'on retrouve les noyaux pour les nerfs crâniens, ceux qui permettent de bouger les muscles faciaux, d'affaler, de bouger les yeux et de parler. Il est bon à noter qu'il n'y a pas d'insuffisance dans la partie du cerveau qui touche la mémoire ou les fonctions cognitives. Je n'ai pas trouvé de suffisance pour la partie qui amène pas de dommages au tronc cérébral, et je n'ai pas trouvé non plus de dommages au nerf crânien. Lorsque j'ai procédé à l'examen du système nerveux, il ne semble pas y avoir de dommages à la partie arrière du cerveau qui est desservie par l'artère cervicale et qui rejoint l'artère basilaire. Donc on avait parlé plutôt du flux sanguin au cerveau, mais je n'ai trouvé aucune preuve qu'il y avait un affaiblissement du flux sanguin au cerveau lorsque j'ai examiné Yang Sari. Pour résumer, il s'agit d'un homme âgé de 87 ans qui est faible physiquement, fragile, dans un état physique fragile. Il est plus faible qu'il ne l'était avant, car cela fait 2 mois qu'il n'a aucune activité physique. Ces étourdissements, qui sont très courants, et très courants pour les gens de son âge de se plaindre de vertige, est dû à plusieurs causes et pas simplement une seule. Mes recommandations sont les suivantes. Il est beaucoup plus à l'aise lorsqu'il est allongé. La cellule de détention temporaire est tout à fait appropriée. Je l'ai examiné pendant 1 heure, 1 heure et demie. J'ai fait des tests informels de mémoire à la fin de cette période. Il était toujours bien alerte, il suivait la conversation, il n'y avait aucun signe de déficience de concentration. Il est présentement à l'hôpital. Il n'y a pas eu de changement aux médicaments qu'il prend depuis plusieurs semaines. Et je ne crois pas qu'il y ait aucun avantage à le garder à l'hôpital. Les médecins ont indiqué que quelqu'un était là en cas d'urgence. Une urgence serait un arrêt cardiaque et qu'il serait réanimé, mais je ne crois pas que Yang Sari soit un bon candidat pour la réanimation cardiaque. Il n'y a donc aucune raison de le garder à l'hôpital. Il a besoin de plus de soins physiques qu'avant, et il faudrait lui fournir de tels soins dans la cellule de détention temporaire. Mes recommandations sont donc les suivantes. Qu'il retourne au centre de détention, que pendant les audiences, il puisse utiliser la cellule de détention temporaire et rester allongé, qu'il utilise une minerve souple,
Il s'est aussi plaint qu'il avait de la difficulté à lire, il avait des difficultés à se concentrer. Je pense qu'il serait peut-être bon de revoir sa prescription de lunettes. Le président. Merci, professeur. Quant au traitement, que recommandez-vous comme traitement alors qu'il participe aux audiences des CETC? Réponse. Les médecins qui le suivent ont apporté des changements au traitement médicamenteux de sa cardiopathie. Son insuffisance cardiaque est dans un état stable. Je ne suis pas d'avis que des changements supplémentaires amélioreraient sa situation. Il prend beaucoup de médicaments. Comme je l'ai indiqué dans le rapport, certains de ces médicaments pourraient contribuer à ces étourdissements et il serait judicieux de considérer à réduire la posologie de certains de ces médicaments. Un des effets secondaires de certains de ces médicaments est qu'ils réduisent ils font baisser sa tension artérielle et c'est pourquoi il faut vérifier la tension artérielle lorsqu'il demeure assis. Le président, merci beaucoup, professeur Campbell. Je vais maintenant laisser la parole à mes collègues juges. Avez-vous des questions à poser à l'expert? Je laisse maintenant la parole à la juge Sylvia Cartwright. La juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, professeur Campbell. Nous souhaitons la bienvenue. Phnom Penh, une fois de plus. Professeur Campbell, vous avez examiné Ieng Sary à plusieurs reprises. Vous avez aussi consulté les rapports d'examen précédents de neurologue. Rapport de neurologue en 2008. Il s'agissait du docteur Kuch Hatch et professeur Philippe Mangan. Je suis sûr qu'on va corriger ma prononciation bientôt. Donc vous avez consulté ces rapports? Ou ce rapport plutôt? Réponse, oui, j'ai en effet lu ce rapport. Il n'y a pas eu de changement de ces symptômes neurologiques. Question. Donc, ils sont bien contrôlés à l'heure actuelle, c'est exact? Réponse, oui, il doit aller aux toilettes fréquemment, mais il peut le faire dans la salutation temporaire avec de l'aide. Question. En novembre 2009, le professeur Brinded, qui est un professeur associé de psychiatrie légiste, avait lui aussi déposé un rapport que vous avez lu, n'est-ce pas? Réponse inaudible. Question. Vous avez présenté un rapport suite à avoir examiné Ieng Sary et d'autres accusés, et vous avez déposé des rapports distincts pour chacun d'entre eux, n'est-ce pas? Réponse. C'est exact. Question. J'aimerais que l'on en revienne à vos compétences et votre expérience. Il semblerait qu'une des parties n'est pas il semblerait y avoir une incompréhension de la part
d'une des parties et qu'il faudrait inviter d'autres experts à examiner Yang Sari. N'est-il pas vrai que dans votre domaine gériatrique, vous procédez à une évaluation primaire d'une personne âgée, c'est-à-dire quelqu'un âgé de plus de 65 ans, je crois que vous aviez déjà dit, et que dans votre domaine spécialisé de gériatrie, vous devez être en mesure d'examiner les difficultés mentales et physiques qui sont interconnectées, dont peuvent souffrir ces patients âgés. Je sais que j'ai utilisé un langage simple, mais est-ce une bonne façon de décrire votre expertise? Réponse, c'est exact. Et j'aimerais pouvoir faire un commentaire sur le rapport auquel vous venez de faire allusion. Quand j'avais examiné Yang Sari cette première fois, Sina Fazel avait déjà procédé à un examen des fonctions cognitives et je n'avais pas découvert de changement à son état mental. Question. Pour en revenir à vos compétences qui vous permettent de présenter des recommandations, à savoir si d'autres expertises sont nécessaires. Cela fait-il partie de vos obligations professionnelles dans le cadre de votre travail clinique? Réponse. C'est exact. L'on constate en effet que les patients ont souvent des problèmes multiples et interconnectés et l'on demandera des opinions additionnelles, mais je n'ai pas jugé que c'était nécessaire dans le cas présent. Question. Nous avons donc des questions. Parmi les rapports, on a étudié l'état neurologique, l'état cardiaque, son état physique et son état mental jusqu'au rapport du 3 septembre, qui est la dernière fois que vous avez procédé à un examen de Yang Sari, n'est-ce pas? Réponse. C'est exact. Je pense que tous les examens ont procédé à un examen exhaustif. Et il a aussi été bien examiné par le docteur Lena Hoot la dernière fois, et je ne considère pas qu'il y ait eu de changement à son état mental depuis. Question. Une des parties a aussi suggéré, et j'aimerais m'assurer que vous considérez avoir eu assez de temps pour examiner Yang Sari de par le passé et cette plus récente. Donc une des parties a suggéré que votre examen était très court. Pouvez-vous faire un commentaire là-dessus? Confronter un patient comme Yang Sari dans le cadre normal de votre travail clinique, auriez-vous passé plus de temps avec lui? Autrement dit, jugez-vous que vous avez eu assez de temps pour examiner Yang Sari pour préparer votre rapport? Réponse, en effet, j'ai passé assez de temps avec lui. Je l'ai vu au cours de 2 jours. Je l'ai vu à 2 reprises la première journée. Lorsque j'évalue des clients en clinique externe, je les vois pendant des réunions, enfin, un rendez-vous d'1 heure. J'ai eu beaucoup plus de temps pour voir Yang Sari et je n'ai pas eu besoin de temps supplémentaire. Je connaissais déjà les antécédents de Yang Sari. Question. Avez-vous une expérience clinique de patients comme Yang Sari dans le cadre de votre travail clinique? Des patients présentant des symptômes physiques et mentaux semblables? Réponse. Oui. Il est habituel chez les personnes âgées de remarquer plusieurs troubles. Ils ont des difficultés physiques et des difficultés cognitives et aussi des problèmes sociaux. Et donc, les gériatres ont l'expertise leur permettant d'évaluer plusieurs problèmes concomitants. Question. Et vous avez indiqué qu'en consultation avec le professeur associé Lene Hoot et le docteur Fazel,
tous deux des experts psychiatres. Vous avez examiné Yang Sari, vous avez fait rapport le 3 septembre. Est-il juste de dire que l'approche d'un psychiatre avec un patient de ce type serait différente de la vôtre pour ce qui est des tests, ou plutôt adoptez-vous la même approche? In terms of Pour ce qui est de l'examen des fonctions cognitives, mémoire et jugement, notre démarche est identique. Un psychiatre va approfondir les questions de dépression, par exemple, et de psychose, mais il n'y a eu aucun signe de cela chez Yang Sari. Nous faisons de la médecine gériatrique. Il y a beaucoup de patients qui ont des problèmes mentaux et donc nous y sommes habitués. Question. En tant que gériatre, est-ce que vous êtes attentif aux facteurs physiologiques susceptibles de provoquer des troubles mentaux? Je pense par exemple, et ici j'utiliserai des termes profanes, je pense par exemple l'examen d'un scanogramme du cerveau ou des résultats d'examen similaires. Réponse. Effectivement, régulièrement, nous prescrivons des scanographies du cerveau et du cou et nous consultons les neurologues. Question. Au cours des différents examens subis par Yang Sari, est-ce que les spécialistes ou des médecins traitants ont fait part de leurs craintes par rapport à son état de santé mentale? Réponse. Non. Systématiquement, les rapports ont indiqué qu'il n'avait pas de déficience cognitive, qu'il pouvait raisonner et je n'ai constaté aucun signe allant dans le sens contraire, étant à montrer qu'il est privé de ses capacités. Question. Je reviens au rapport conjoint daté du 3 septembre que vous avez établi avec Lina Huot et Sina Fazel. Dans ce rapport, vous parvenez ensemble à la conclusion suivante au sujet de l'état de santé mentale de Yang Sari. Il s'agit du document E222, barre 1. Le RN en anglais est le suivant. 0084 69 14, paragraphe 41. Voici ce que vous dites. Selon nous, Yang Sari ne souffre pas de maladie mentale ou de déficience cognitive et allant au-delà de ce qui peut normalement être attendu de quelqu'un de son âge et connaissant ses antécédents, et de ce fait, nous n'avons aucune recommandation à faire pour ce qui est de l'état de santé mentale ou des fonctions cognitives. Je suppose que tel était votre point de départ pour procéder à l'examen le plus récent que vous avez effectué cette semaine par rapport à l'état de santé mentale. Vous avez déjà indiqué à la Chambre que vous n'avez constaté aucun changement depuis le 1er septembre, et ce jusqu'à cette semaine. Est-ce exact? Réponse oui. Il y a eu une discussion générale sur les symptômes et un test formel et informel de sa mémoire. Je n'ai constaté aucun changement. Et il n'y a pas eu d'antécédent de changement non plus. Question. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par les tests formels et informels auxquels vous avez procédé pour l'examen le plus récent? Réponse. Le test informel se fait de deux façons. Avec le patient, on fait le point de ses antécédents. On peut se faire une idée de la façon dont il se souvient, dont il décrit les événements. Je n'ai pas constaté de problème chez Yang Sari pour ce faire. Deuxièmement, à la fin de mon premier entretien avec lui, après 1 heure environ, j'ai commencé à discuter avec lui de sa famille, de ses petits-enfants. J'ai demandé où ils étaient, ce qu'ils faisaient, pour me faire une idée de sa capacité à se souvenir. Et apparemment, il n'y avait pas de problème.
Souvent, ces tests informels sont utiles parce que le patient n'est pas conscient qu'il se fait évaluer du point de vue de la mémoire. Troisièmement, j'ai répété le test MMSE, mini-examen de la santé mentale, et je n'ai constaté aucun changement significatif par rapport au score obtenu précédemment. Son score va au-delà du niveau considéré comme déterminant pour diagnostiquer une déficience cognitive. Question. La Chambre a permis aux parties de discuter de votre rapport avec d'autres consultants. La défense de Ieng Sary et l'accusation l'ont fait. Bien sûr, la Chambre n'a pas autorisé la présentation de nouveaux documents qui se fonderaient sur un examen du patient par d'autres experts, et d'ailleurs ce n'aurait pas été possible vu les délais impartis, mais sur la base des documents qui existent au sujet de Ieng Sary, il y a un psychiatre légiste qui n'a pas vu le rapport du 1er septembre préparé par vous-même et par les deux autres psychiatres que j'ai déjà cités. Est-ce là la situation actuelle? It would appear so. Réponse. C'est ce qui semble émaner du rapport. Ces commentaires se fondent sur des informations inadéquates et dès lors, je pense qu'ils n'ont guère de valeur, voire aucune valeur. Question. Je vais revenir à certains points qui en découlent, et ce plus tard. Premièrement, pour ce qui est des facultés de concentration de Ieng Sary. Certains ont laissé entendre qu'il ne pouvait rester concentré longtemps, ce qui avait des incidences sur sa capacité à participer pleinement au procès, à consulter ses avocats, à écouter l'examen des éléments de preuve, etc., etc. D'après vous, s'il a des difficultés de concentration par rapport à il y a 10 ans, par exemple, est-ce que c'est lié à son état de santé physique ou bien à certains aspects de son état de santé mental? Réponse. Lors de la première session, qui a duré une journée, la deuxième fois 1h30, et là, je n'ai constaté aucun vacillement de sa concentration. S'il est à l'aise physiquement, par exemple dans la cellule temporaire, je pense qu'il pourra rester concentré. Je n'ai constaté aucun signe de manque de concentration. Je crois savoir qu'en général, les audiences durent 1h30 seulement, après quoi il y a une pause. Et je pense qu'il est à même de faire face à cela. Question. Puis-je en conclure que, d'après vous, il est plus approprié que Ieng Sary reste dans la cellule temporaire plutôt que de venir dans le prétoire, sauf s'il choisit de le faire à telle ou telle occasion? Réponse. Oui, je pense que c'est la meilleure option. Il a plus de mal qu'avant à rester assis. Quand il est allongé, il est à l'aise. Dans la cellule temporaire, il peut s'installer de façon plus confortable. Question. Il a été proposé de lui donner un meilleur lit. On a proposé, je pense, de lui fournir un lit d'hôpital qui permet de moduler la position de la tête. À votre avis, est-ce là quelque chose d'essentiel? Ou bien, d'après vous, est-ce que son lit actuel est adéquat et lui permet de participer aux audiences à distance? Réponse. S'il avait un lit inclinable au niveau de la tête, ça lui faciliterait la tâche pour regarder l'écran. Il était à l'aise quand il était allongé à l'horizontale, quand je l'ai vu, mais peut-être
que ça pourrait être plus facile pour lui. J'ai aussi fait une recommandation la dernière fois sur le matelas, car le matelas ne lui convenait pas entièrement. Question. Je reviens à des questions plus générales. Comme vous le savez bien, Ieng Sary est hospitalisé a été hospitalisé environ 7 semaines à l'hôpital de la Militaire soviétique. Vous savez que les médecins traitants sont venus au tribunal pour nous présenter leur propre évaluation de son état de santé. Les médecins ont notamment dit envisager d'autres options de traitement. D'après ce que vous avez observé, est-ce que des traitements différents ont été administrés à l'hôpital par suite de leur propre examen de l'intéressé qui a duré presque 2 mois? Réponse. Non, il n'y a pas eu de changement. La question de l'intervention chirurgicale a été soulevée, mais il n'y a pas de lésion se prêtant à une chirurgie. Et une intervention chirurgicale ne serait pas appropriée. Question. Dans l'ensemble, vous avez laissé entendre clairement qu'il serait préférable, du point de vue de son bien-être général physique, qu'il puisse quitter l'hôpital et reprendre certains exercices limités. Est-ce exact? Oui. L'absence prolongée d'activité physique a aggravé sa faiblesse. Il a reçu des massages là-bas, ce qui améliore son bien-être, mais pas d'activité permettant de renforcer sa force musculaire. Je ne sais pas s'il accepterait de participer à un programme musculaire, mais il faut lui offrir la possibilité. Une fonction peut se détériorer sans qu'il y ait pour autant handicap. Pour parler d'handicap, il faut atteindre un certain seuil. Pour se lever, il faut une certaine force musculaire qui est fixe. Les nonagénaires, souvent, perdent beaucoup de leur force et donc se lèvent lentement. Quand on passe plusieurs semaines alité, c'est souvent suffisant pour que cette personne passe en dessous du seuil. C'est ce que nous avons constaté chez Ieng Sary. Il n'a pas perdu beaucoup de force, mais suffisamment de force pour que cela ait des répercussions sur sa capacité à effectuer des tâches élémentaires. Question. Vous avez proposé d'envisager une réduction de la posologie de certains médicaments pris par Ieng Sary. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit aujourd'hui, il s'agit de médicaments qui lui ont été administrés depuis son hospitalisation, ou bien est-ce que je confonds 2 types de médicaments? Réponse. Un de ces médicaments traite les spasmes lombaires et il a été administré récemment. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a été efficace, mais je suggère une réduction prudente de la dose pour voir si la situation s'améliore. Cela dit, je pense qu'il serait improbable que cela s'améliore. Question. Dans la même lettre dans laquelle la défense de Ieng Sary proposait un consultant qui supposément serait un psychiatre légiste, il est mentionné qu'un rejet de tous effets secondaires au motif que la médication n'a pas changé. Ici, malheureusement, la juge lit à vitesse assez élevée un texte technique dont les références exactes n'ont pas été données aux interprètes, ce qui rend extrêmement difficile leur travail. In the context of your failure to consider this particular matter. Can you comment on that comment? Est-ce que vous avez des commentaires sur ces commentaires? C'est un commentaire assez étrange.
La juge, je pense que je parlais trop vite, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé. Que le traducteur serait heureux d'avoir la référence du document que vous avez lu pour pouvoir nous le traduire, madame, s'il vous plaît. I'm sorry, this is not. La juge, je suis désolé, ce n'est pas un document qui a été admis, c'est une lettre qui a été reçue hier. Et je vais à nouveau la citer. Je vais citer le passage que je voudrais soumettre au professeur Campbell pour avoir ses commentaires. Je vais le faire très lentement. Je vous présente mes excuses. Dans le contexte d'une critique de vos conclusions et recommandations, professeur Campbell, cette personne a parlé d'un rejet généralisé d'effets secondaires potentiels de médicaments pris, fondés sur une hypothèse comme quoi, puisque les médicaments du patient n'ont pas changé, une émergence graduelle d'une médication subtile mais graduelle par rapport à la neurotoxicité pourrait simplement être extraite ou serait constatée par le médecin traitant. Fin de citation. Pourriez-vous d'abord nous dire ce que cela veut dire? Réponse. J'ai moi-même du mal à comprendre ce que cela veut dire exactement. Yengsari prend un médicament, par exemple le permezapam, qui pourrait avoir des effets sur la somnolence, les fonctions cognitives, mais il prend ces médicaments depuis longtemps. Il n'y a pas de preuve que cela cause des effets secondaires, et donc je ne pense pas que ces médicaments aient des incidents sur ses fonctions cognitives. La juge, merci. Dans votre rapport, vous citez également d'autres examens auxquels l'on pourrait procéder. C'est au paragraphe 17 de votre rapport le plus récent. Ici, vous proposez des tests supplémentaires, à savoir un test d'immunoglobuline quantitative et de quantification de chaînes légères. Les interprètes devront se référer au rapport, et ce, afin d'exclure l'existence d'un myélome multiple, ainsi que toute myopathie. Ce sont des tests que vous proposez. Toutefois, ensuite, voici ce que vous dites. Il va sans dire que ces tests peuvent être difficiles à réaliser au Cambodge. Dois-je considérer que vous avez envisagé la possibilité que ces tests soient effectués avec les médecins traitants à l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique? Réponse, oui. J'avais proposé un autre test qui avait donné des effets, des résultats normaux. Il n'y a pas eu de modification concernant le myélome. L'autre test est là pour exclure une possibilité lointaine. Parfois, avec un myélome, il n'y a pas de changement. Ici, l'interprète, malheureusement, n'a pas saisi les termes techniques utilisés. Il y a un autre test. C'est un test qui vise à évaluer les dommages causés aux muscles. Il prend un médicament, le Tuovestatom, qui peut causer ce problème, mais il prend ce médicament depuis plusieurs années et il est peu probable que ce médicament cause des problèmes. Comme je l'ai dit,
l'essentiel de sa faiblesse est causé par son inactivité. La juge, dans votre rapport, vous dites qu'il aura besoin de plus de soins personnels au centre de détention par rapport aux soins qu'il recevait jusqu'au moment où il a été hospitalisé, il y a près de 2 mois. Pourriez-vous préciser quels seraient les soins de santé qui pourraient être nécessaires, et ce précisément? Je suppose qu'il y a une assistance supplémentaire qui pourrait être utile. Réponse. Vu sa faiblesse accrue, il a besoin de plus d'aide, par exemple pour rester debout. Il ne marche plus comme avant. Il aura besoin d'une assistance pour s'habiller, pour prendre sa douche et pour ses soins personnels. La juge, compte tenu de votre expérience avec un certain nombre d'accusés, compte tenu du fait que vous connaissez les équipements du centre de détention et celles de la cellule temporaire, bien sûr, d'après vous, l'assistance des gardiens serait-elle suffisante ou bien est-ce que vous envisagez quelque chose de plus spécialisé? Question. Je ne pense pas qu'il ait besoin de soins plus spécialisés. Yang Thierit, par exemple, recevait beaucoup de soins personnels avant. Ça lui était fourni au centre de détention. Le centre de détention devrait vérifier le niveau de ses effectifs pour voir s'il y a assez de gens pour l'aider à rester debout et à se déplacer. Question. La physiothérapie est une autre possibilité qui pourrait peut-être améliorer son état de santé physique. Vous avez déjà dit que son état de santé physique s'était détérioré et qu'on ne sait pas s'il acceptera de se lancer dans un programme d'activité modérée. Vous avez parlé des massages. D'après vous, ça a amélioré son bien-être? Quand on parle de physiothérapie, s'agirait-il par exemple de proposer des services d'un physiothérapeute? Réponse. Oui, il faudrait en parler avec lui pour voir s'il est prêt ou non à se faire. S'il est d'accord, un programme visant à renforcer les jambes pourrait être mis en place, mais sous la direction d'un expert, par exemple un physiothérapeute. Question. Vous connaissez très bien les équipements médicaux et autres qui sont disponibles pour des gens qui sont dans une situation semblable à celle de l'accusé. Est-ce qu'un tel programme de physiothérapie est disponible pour Ieng Sary? Et si oui, est-ce que cela peut se faire au centre de détention ou bien est-ce que cela devrait se faire en milieu hospitalier? Réponse. Cela pourrait être offert au centre de détention car c'est Ieng Sary qui doit faire les exercices. Le programme doit être créé par un physiothérapeute, mais il peut être mis en œuvre sous la supervision des gardiens, par exemple. Il faudrait, par exemple, des élastiques à attacher aux chevilles pour renforcer les muscles. Question. Dans le cadre de l'examen de l'aptitude d'une autre accusée, Yang Thierit, nous savons qu'au Cambodge, il y a peu de physiothérapeutes, voire aucun. Est-ce que la situation est toujours identique? Réponse.
Je n'en suis pas sûr, il faudrait voir. Ça ne doit pas être un programme très complexe. Il faut fixer un point de départ et ensuite accroître les points à soulever, par exemple, à mesure de l'amélioration. Comme je l'ai dit, il faut qu'il soit prêt à participer à ce programme. Question. Après l'hospitalisation de Yengsari, les médecins traitants ont parlé d'autres investigations qu'ils pourraient effectuer. Ils ont dit avoir consulté des spécialistes de leur hôpital. D'après vous, est-il nécessaire de consulter d'autres spécialistes? Réponse. À mon avis, non. Pour quelqu'un de l'âge de Yengsari, quelqu'un qui est fragile comme lui, qui est faible comme lui, il faut être très prudent quant aux tests. Il faut être sûr que ces tests soient bénéfiques avant de les faire. Et donc, à ce stade, je ne pense pas qu'il faille faire ces tests. Il y a, bien sûr, l'arrivée du sang à l'arrière de la tête, mais je ne pense pas que de tels tests seraient utiles. La juge, laissez-moi récapituler la façon dont j'ai compris la situation. Vous êtes en désaccord avec le diagnostic posé par le médecin traitant, selon quoi il souffre de troubles vertébro-basilaires. Et par conséquent, d'après vous, il n'est pas nécessaire d'envisager une intervention chirurgicale face à ce trouble. Est-ce exact? Réponse. C'est exact. Comme je l'ai dit, l'ischémie vertébro-basilaire était un diagnostic très fréquent. Beaucoup de symptômes pouvaient y être attribués. Mais dans le cas de Yengsari, il y a d'autres explications à ces étourdissements et je n'ai vu aucun signe qu'il y ait une ischémie vertébro-basilaire. La juge. À nouveau, pour récapituler, en ce qui concerne les autres aspects de son état de santé physique, vous n'avez constaté aucun changement significatif du point de vue de son état de santé neurologique ou du point de vue de son état cardiologique. Réponse. C'est exact. Son état cardiaque est stabilisé mais très précaire. Il souffre d'une cardiopathie assez grave. Comme il a 87 ans, c'est assez imprévisible, d'autant plus qu'il y a une faiblesse cardiaque sous-jacente. Question. Nous en avons déjà parlé, mais je vais récapituler. D'après vous, il a subi des tests suffisants, des tests suffisamment approfondis afin d'évaluer son état de santé mentale. D'après vous, il n'y a aucun problème dans ce domaine qui pourrait donner lieu à certaines préoccupations quant à sa capacité à participer à son procès. Réponse. Effectivement, je l'ai évalué plusieurs fois. Les docteurs Louot et Fassel l'ont évalué aussi. Il n'y a pas eu changement décelable d'après ce que j'ai constaté. Je pense que les examens ont été complets et cela n'aurait aucun intérêt de faire revenir Sina Fassel pour réeffectuer les évaluations. Question. Pour ce qui est de son état orthopédique, il y a une détérioration qui provoque davantage de douleurs lombaires et cervicales, raison pour laquelle vous avez fait des recommandations. Est-ce que c'est bien la situation actuelle? Réponse. Effectivement. Il porte un
corset. J'ai proposé qu'il porte une minerve, surtout la journée, pour faire face au problème de vertige. So, Question. Vous avez donc couvert tous les aspects de sa santé physique et mentale. Vous avez donc tout fait et vous ne proposez pas que d'autres experts soient appelés à examiner Yangsari? Réponse. Je ne considère pas que d'autres examens permettraient de donner lieu à des traitements qui permettraient d'améliorer sa situation actuelle. Mais sa condition est une de détérioration inévitable. Question. Finalement, les symptômes qui avaient donné lieu à son hospitalisation en premier lieu, à savoir ses étourdissements, vous avez trouvé 3 causes possibles de ces vertiges et avez présenté des recommandations. Et nous en avons déjà parlé. Des stratégies donc pour permettre de pallier à cette situation. Réponse, c'est exact. La juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions. បាទអរគុណបាទឥឡូវនេះក៏ដល់ពេល Le Président. Merci beaucoup, Madame la juge Cartwright. Nous voilà une césure naturelle. Nous allons donc marquer une pause de 20 minutes. Huissier d'audience, veuillez assurer le confort du professeur Campbell pendant la pause et vous assurer qu'il soit de retour au prétoire à 11h10.